Dans cette nouvelle chronique, je vais aborder l'univers des nouvelles drogues de synthèse, qu'on appelle plus communément RC. C'est l'acronyme de Research Chemical, où on entend parfois l'acronyme NPS pour Nouveaux Produits de Synthèse. Alors pendant des milliers d'années, les hommes se sont drogués en bénéficiant de tout ce que pouvait leur offrir la nature. Donc qu'il s'agisse de l'opium, de la coca ou de tout un tas de substances psychédéliques offertes par les végétaux, faut bien dire que la nature elle est particulièrement généreuse quand on veut y trouver des substances psychoactives. Donc ça a très bien fonctionné comme ça pendant des dizaines de milliers d'années, et puis soudain, avec l'avancée des sciences dans les pays occidentaux, les choses elles ont commencé à changer, et l'évolution elle a été particulièrement rapide. C'est au début du 19e siècle qu'on arrive pour la première fois à isoler la morphine de la plante de pavot, et dès la fin du 19e, début 20e, on assiste carrément à une révolution dans l'apparition des drogues de synthèse. À cette époque, on arrivera en quelques années seulement à synthétiser la cocaïne, l'héroïne, mais aussi la mescaline à partir du peyote. C'est aussi à cette période qu'arrivent l'AMDMA, les premières amphétamines, et j'en passe. En 1938, le chimiste Albert Hofmann travaille sur l'ergot du seigle, donc c'est un petit champignon parasite qui se développe sur certaines céréales, dont le seigle, et qui contient un alcaloïde qui s'appelle l'acide lysergique. Donc Hofmann essaie donc de créer des dérivés synthétiques de cet acide, et au 25e essai, il finit par synthétiser une molécule qu'il va nommer LSD-25. Donc c'est le LSD qu'on connaît tous. Alors si vous l'avez pas déjà lu et si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement le livre LSD Mon enfant terrible. C'est un petit bouquin où Albert Hofmann il va détailler tout ce travail qu'il a réalisé autour de la synthèse du LSD. Et il faut dire que l'histoire elle est quand même assez hallucinante parce qu'il faut savoir que la première fois qu'il a synthétisé cette substance dans son labo, en rentrant chez lui, il a été pris d'un sentiment d'ébriété et a même expérimenté des hallucinations pendant 2 heures. Donc à ce moment-là, lui, il ne le savait pas encore, mais en fait la substance qu'il avait synthétisée la veille, c'est juste une des drogues les plus puissantes que l'homme n'ait jamais créées, puisque le LSD est actif au microgramme, ou en tout cas à la dizaine de microgrammes près, on va dire. Et donc en fait, le LSD est tellement puissant que pendant la manipulation, il a traversé les pores de sa peau, et c'est ça qui l'a perché pendant 2 heures. À la suite de cette expérience de ouf, Hofmann, il se creuse la tête, il essaie de chercher qu'est-ce qu'a bien pu le mettre dans cet état, et il va très rapidement faire le lien avec cette substance qu'il avait manipulée la veille. Et donc pour en avoir le cœur net, 3 jours plus tard, il décide de faire une auto-expérimentation et il va bouffer 250 microgrammes de LSD. C'est une dose qu'il pensait être faible. Donc ça c'est assez drôle parce que tous les gens qui ont déjà bouffé un trip, ils savent que 250 microgrammes c'est une dose qui est très forte. Donc en fait s'en est suivi un trip monumental, vous imaginez bien. Donc ça voilà, c'était pour la petite anecdote. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment le bouquin parce que il est mythique quoi, il est vraiment génial. Alors on continue notre ligne du temps, et maintenant on arrive avec un monsieur qui est pour beaucoup considéré comme étant le papa des RC, donc c'est le chimiste Alexander Shulgin. Donc en 1960, ce Shulgin il va créer un dérivé synthétique de la mescaline, qu'il va appeler le DOM, et dont le nom barbare c'est la 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine. Et donc cette substance elle va rencontrer un certain succès à la fin des années 60 aux États-Unis, parce qu'à cette époque-là, c'était le mouvement hippie, il y avait beaucoup de LSD qui circulaient un peu partout, c'était Woodstock, donc voilà. Et le DOM a donc naturellement trouvé son public parmi les hippies. Il a d'ailleurs été renommé STP pour l'occasion, ça voulait dire Serenity, Tranquility et Peace. Et puis un petit peu plus tard, dans les années 70, ce même Shulgin, il va réussir à créer aussi un nouveau processus de synthèse pour la MDMA. Et il s'intéresse en parallèle à 2 familles de substances psychotropes, les phénéthylamines et les tryptamines. Et il va se focaliser sur ces 2 substances dont il va tenter de synthétiser le plus grand nombre de dérivés possible. Il va y passer une vingtaine d'années, et dans les années 90, il en résultera 2 livres, PICAL, donc c'est l'acronyme de Phénéthylamine I Have Known and Loved, donc les phénéthylamines que j'ai connues et aimées, et un deuxième livre qui s'appelle TICAL, donc les tryptamines I Have Known and Loved, donc les tryptamines que j'ai connues et aimées. Alors dans ces 2 bouquins, il fait une liste de toutes les nouvelles molécules synthétiques qu'il a créées et testées, en nous faisant par la même occasion des rapports détaillés de l'effet de chaque molécule, leur durée d'action, la puissance des produits, etc. Il va d'ailleurs créer une échelle, l'échelle de Shulgin, donc une échelle à 5 paliers pour déterminer le niveau d'action de la substance consommée. Donc au cours de ses recherches, ce chimiste a donc créé une quantité incroyable de nouvelles substances psychotropes synthétiques, et on peut considérer que c'est à partir de ce moment-là que les RC sont nés. Donc je vous rappelle, RC c'est l'acronyme de Research Chemical. Alors dans les années suivantes, les nouvelles drogues de synthèse se sont répandues petit à petit, jusqu'à littéralement exploser dans les années 90, notamment avec la démocratisation de l'ecstasy et de la culture techno.
Et c'est d'ailleurs dans les années 90 que le chimiste David Nichols il va décider de poursuivre une partie du travail de Shulgin, mais en s'intéressant cette fois-ci plus précisément à la MDMA, et en essayant de créer des nouveaux dérivés synthétiques de cette substance. Donc il en résultera par exemple la MDAI et tout un tas d'autres RC du même genre. Et donc voyant qu'il y avait une forte demande côté consommateur, de très nombreux laboratoires de chimie se sont créés pour essayer de fabriquer eux-mêmes leurs propres dérivés synthétiques afin de les vendre sur internet et de se faire au passage un bon paquet de fric. C'est ce qui explique qu'on trouve aujourd'hui énormément de sites internet qui proposent ces nouvelles substances. Alors quand on arrive dans le monde des RC, au début c'est un peu déroutant parce qu'on découvre un nombre incalculable de substances qu'on connaît pas du tout, qui ont souvent des noms complètement imprononçables, et c'est un univers qui peut finalement vous réconcilier avec la science, puisque vous pouvez vite regretter d'avoir dormi pendant les TP de chimie au lycée, parce qu'en fait, pour peu que ça vous intéresse, il faut quand même un minimum de connaissances pour comprendre d'où viennent tous ces noms compliqués, comment agissent les molécules sur notre cerveau, quelles sont les interactions à éviter, etc., etc. Je dirais que quand on débarque, on n'y connaît rien et qu'on veut tenter l'expérience des RC, la première chose à faire, je pense que c'est déjà de se renseigner. Aujourd'hui, avec Internet, on a la chance de pouvoir se cultiver sur n'importe quel sujet, donc je pense qu'il faut en profiter et vraiment essayer de se renseigner un maximum. Alors pour simplifier, je dirais qu'on peut classer les RC en fonction de leurs effets. On va dire qu'il y a 3 grands types d'effets, hallucinogènes, apaisants et plutôt stimulants. Donc la première des choses, c'est de savoir quel effet on recherche vraiment et de s'orienter vers les composés chimiques qui y conviennent. Une fois qu'on s'est positionné vers certaines molécules, c'est toujours intéressant d'aller lire les retours d'expérience des usagers. Alors on appelle ça des trip reports, et donc il n'y a rien de tel que de lire les avis des utilisateurs pour se positionner soi-même. Il existe pas mal de forums qui fournissent des tonnes d'infos sur les RC. Il y a par exemple Blue Light ou Heroweed. On a aussi Psychonaut qui a l'avantage d'avoir une section française pour les anglophobes. Enfin voilà, on a énormément de forums et de sites dédiés au RC. Il y a qu'à taper Research Chemical sur Google pour accéder à une tonne de contenu. Donc si vous avez une question, en général, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à la poser sur tous ces forums, parce que les utilisateurs, ils se feront souvent une joie de vous répondre. Donc voilà, ne pas hésiter. Donc maintenant, admettons que vous ayez trouvé un RC que vous voulez tester. Va ensuite falloir aller le commander sur des sites spécialisés. Alors ces sites, ils peuvent être assez flippants à première vue, puisqu'on arrive sur des pages qui présentent une liste de molécules chimiques avec des noms compliqués. Certains ressemblent d'ailleurs à s'y méprendre à des sites qui pourraient s'adresser à des laboratoires pharmaceutiques pour commander leurs matières premières. Donc c'est quand même assez spécial, c'est pas du tout sexy. Et comme je le disais, il existe des centaines de sites qui vendent toutes ces nouvelles molécules synthétiques. Et dans le lot, il y a forcément pas mal d'arnaques. Donc qui vont soit vous vendre des batchs de mauvaise qualité, ou qui vous enverront carrément rien du tout, mais qui vont garder votre argent. Donc pour éviter ça, il y a un petit site qui s'appelle scamlogs.com, sur lequel vous allez entrer le nom du site que vous voulez vérifier, et Scamlogs va vous donner des infos concernant le niveau de confiance. Alors c'est pas quelque chose qui est sûr à 100%, mais ça permet déjà de faire un certain tri. Concernant les sites de vente de RC, je donnerai bien sûr aucun nom ici pour pas inciter, mais sachez simplement qu'il faut toujours se méfier des sites qui proposent un trop grand nombre de substances à la vente. Alors moi, de la même manière que je vais plutôt avoir tendance à me méfier des restos avec des cartes qu'en finissent plus, qui vont proposer pizza, hamburger, fruits de mer, viande, et puis en plus qui font spécialité paella, en général, moi je me casse. Donc là c'est pareil, c'est juste une question de logique. Alors méfiez-vous également des promotions qui peuvent paraître trop alléchantes, ou des sites qui vont vous vendre des produits qui ont déjà été interdits. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse concernant l'aspect légal de tous ces nouveaux produits de synthèse. Donc contrairement aux autres drogues, les RC ont la particularité de ne pas être interdits par la loi, enfin du moins pas au début en tout cas. En fait, quand un labo il va synthétiser une nouvelle molécule, au départ celle-ci elle est tout à fait légale. Si elle rencontre un grand succès auprès des consommateurs, il y a fort à parier pour qu'elle finisse par être classée en tant que stupéfiant assez rapidement, et donc interdite. Et dans ces cas-là, en fait, il y a 2 possibilités. Soit le labo il va continuer à vendre la substance malgré les risques, et certains consommateurs vont quand même vouloir l'acheter malgré les risques, mais en général, les labos optent pour une autre solution, qui consiste à modifier chimiquement la molécule en question, par exemple en substituant un atome de carbone à un atome d'hydrogène. Enfin là je dis n'importe quoi, je m'y connais pas du tout en chimie, mais vous voyez l'idée. La structure chimique de la molécule a donc été très légèrement modifiée, de façon à conserver au maximum les effets du produit, et le laboratoire va aussi en profiter pour changer son nom. Ensuite, il ne reste plus qu'à informer les consommateurs que la première molécule a été remplacée par la seconde, et de cette façon, le labo reste dans la légalité, les consommateurs peuvent continuer à acheter sans se prendre la tête,
et l'État peut continuer à interdire cette seconde molécule, etc., etc. En général, à ce petit jeu, les labos ont toujours un temps d'avance, ça paraît logique. Alors le problème avec ce mode de fonctionnement, c'est qu'au fur et à mesure des modifications, on va avoir tendance à s'éloigner petit à petit des effets de la molécule initiale, et en général, plus ça va, et puis plus ça devient crade, avec des effets secondaires qui sont de plus en plus relous, et puis finalement un rapport bénéfice-risque qui finit par plus vraiment valoir trop la peine, quoi. Alors vous l'aurez compris, jouer dans la cour des RC, ça implique une certaine connaissance et parfois un certain rapport au risque. Et je dis ça parce que plus on avance dans le temps et moins on a de recul sur les substances, et plus le risque potentiel sur la santé il augmente. Si on a quand même un peu de recul sur certaines molécules qui ont été créées il y a 30 ans par Shulgin, on peut certainement pas dire la même chose des produits qui viennent d'être mis sur le marché. On a donc parfois des consommateurs qui semblent tout à fait conscients des risques, mais qui souhaitent quand même tester tous ces nouveaux produits. Alors moi je peux pas m'empêcher d'y voir parfois une certaine forme de mise en danger volontaire, qui est peut-être liée à la jeunesse, je sais pas, au même titre que d'autres types de conduite à risque chez certains ados. Mais globalement, la grande majorité des gens que je vois sur les forums qui traitent de RC, ils m'ont l'air très instruits sur le sujet, très précautionneux et souvent passionnés par toutes ces nouvelles substances qui leur permettent de vivre des expériences psychédéliques parfois assez intenses et qu'ils pourraient pas obtenir avec d'autres drogues. Une dernière petite chose avant de clore le sujet, je voulais vous parler du dosage. Alors quand vous recevez votre batch à la maison, il s'agit souvent de poudre ou de cristaux, et c'est vrai qu'il y a souvent assez de matière pour vous percher des centaines de fois. Parce qu'en fait, certaines de ces nouvelles substances sont particulièrement puissantes. C'est effectivement pas rare d'avoir des doses actives de l'ordre de quelques milligrammes seulement, voire dans certains cas de quelques centaines de microgrammes. Il faut donc nécessairement posséder une balance précise au milligramme pour être certain de ne pas faire des erreurs de dosage et de finir à l'hosto dans le meilleur des cas. Il existe aussi des possibilités de dosage qu'on appelle volumétriques pour les produits qui seraient difficiles de peser même avec une balance au milligramme. En fait, un dosage volumétrique, ça consiste à diluer votre produit dans un liquide et de faire ensuite un simple produit en croix pour savoir quelle quantité de liquide contient le grammage de produit souhaité. Alors je vous donne un petit exemple, vous versez 1 gramme de votre substance dans 1 litre d'eau ou d'alcool. Je parle d'alcool, c'est pas pour les effets, mais c'est simplement parce que l'alcool elle a la capacité d'être un bon diluant. Donc vous versez votre gramme dans 1 litre, on va dire que vous voulez prendre 3 mg de votre nouveau prod, il suffit de prendre une seringue graduée et de prélever 3 ml de votre boisson. Et vous obtenez ce chiffre simplement en faisant un petit produit en croix. Pour être sûr, l'idéal est de toujours sous-doser vos prods plutôt que l'inverse, parce qu'avec les RC, on n'est jamais trop prudent. Il y a quand même des substances qui sont avérées particulièrement dangereuses. Je me souviens de trip reports écrits sur Heroweed par des rescapés du Bromo Dragonfly suite à des erreurs de dosage. Je peux vous dire que les pauvres, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Donc prudence avec certains RC. Il y a aussi toute cette catégorie des cannabinoïdes de synthèse, dont certains m'ont l'air particulièrement puissants. Là aussi, j'ai lu pas mal de TR assez flippants, donc allez-y mollo. Et un dernier petit conseil à viser, n'oubliez pas de toujours faire un petit test allergique la veille. Donc vous prenez une toute petite quantité de produit, vous attendez 2 heures, et si vous sentez des signes d'allergie, comme par exemple des sensations de chaleur inhabituelles ou la langue qui enfle, bingo, vous êtes allergique, donc là je vous conseille d'appeler le médecin. Mais ce petit test vous aura au moins permis d'éviter les complications beaucoup plus reloues dans le cas où vous l'auriez pas fait. Voilà, donc j'arrive à la fin. Juste au cas où ce serait pas clair, je précise que cette chronique, elle a pas du tout été faite pour valoriser l'usage des nouvelles drogues de synthèse, mais plutôt pour informer et éviter les mauvaises surprises aux novices. Je précise également que c'est pas parce que j'ai fait quelques expériences avec les RC que j'estime être un expert sur le sujet, loin de là. Il y a sûrement des gens qui sont bien plus avisés que moi, donc prenez pas ce que je dis pour argent comptant, allez vérifier par vous-même, c'est toujours plus prudent, quel que soit le sujet. À bon entendeur, salut.